je vais essayer de prendre pas trop de temps, on a 5 minutes de retard, donc normalement on devrait tenir dans les temps pour que tout le monde puisse rentrer chez soi. Prévention du délirium multimodal. La question est de compléter un peu ce qui a déjà été présenté au niveau des différents moniteurs. Alors je vais très peu parler du monitorage de l'analgésie, mais plutôt de l'EEG, parce que c'est un peu le lien qui est en train de sortir de plus en plus sur l'EEG et le délirium. Est-ce que le délirium, c'est un vrai problème pour nous tous les jours? Je pense que la réponse est oui, et on ne le sait pas assez. Oui, dans la mesure où, je vais vous montrer, on a quand même beaucoup d'exemples et beaucoup de situations où on est confronté à cela, et on ne le sait pas assez parce qu'en fait, malheureusement, ou c'est comme ça, notre pratique est quand même de se centrer sur le bloc opératoire et on n'a pas encore toute la possibilité d'aller récupérer les readouts, les évaluations des patients en sortie de chirurgie lourde principalement. Alors je prends cette photo, je l'ai piquée à mon copain gériatre avec qui je travaille, qui a monté une unité de gériatrie aiguë. Je pense que dans vos hôpitaux, il y a probablement des unités comme ça post-opératoires de gériatrie. Et il utilise cette photo pour faire la pub un peu de son unité en disant qu'il est capable de sortir les malades du marasme. Le marasme étant le service d'orthopédie où les patients sont attachés aux 4 membres et ils ont de l'analgésie multimodale avec des atropiniques type Nefopam, des AINS, du Tramadol. Et lui nous montre que finalement, avec un peu de morphine et beaucoup d'attention, et dans beaucoup d'attention, il y a des choses très simples, hein, c'est remettre les prothèses auditives, c'est faire dormir les patients, c'est finalement leur donner à manger comme il faut, on arrive à les mettre au fauteuil et tout va bien. Donc c'est peut-être trop beau, mais ça permet en tout cas de faire la pub des gériatres, parce qu'on a besoin d'eux, et puis ça permet de se rendre compte que le délirium existe pour de vrai. Autre point que je veux vous montrer pour que finalement on puisse appuyer sur cette thématique du délirium, toute petite étude, elle n'a pas d'autre intérêt que juste la question que je vais vous poser, c'est 500 patients sur la chirurgie carcinologique, et ils s'intéressent en fait à une évaluation, une photo des complications post-opératoires. Et la question est de savoir si c'est plutôt des complications infectieuses, des complications respiratoires, des complications neurologiques qui vont toucher nos patients quand on les emmène comme ça sur ce type de chirurgie. Et ce que retrouvent les auteurs, c'est que le délirium, contre a priori toute pré-question en tout cas, se retrouve comme étant le marqueur le plus présent chez les patients qu'ils ont étudiés, avec aux alentours de 12 à 15%. C'est à peu près ce qu'on retrouve en fait dans la littérature quand on essaie de faire une vraie photo du délirium. C'est-à-dire qu'une vraie photo du délirium, c'est comprendre ce que c'est que le délirium, comprendre sa définition et comprendre toutes ses formes. Dans sa définition, on va le voir, il y a la forme hypoactive et la forme hyperactive. Autre point qui est important, c'est que le délirium, c'est pas juste un moment transitoire dans la vie du patient, c'est associé avec des mauvais pronostics comme l'évolution vers une démence. Donc soit c'est un marqueur, soit c'est un facteur causal, mais en tout cas, il y a une association forte entre ces deux pathologies. Et puis on voit que les malades qui développent un délirium auront une surmortalité à 5 ans. Alors il faut connaître les définitions. On utilise maintenant le terme de délirium un peu comme les Américains. Donc quand moi j'ai appris la médecine, quand j'étais chez Valérie, le délirium c'était le délirium très mince. Et en fait, ce n'était que la pathologie induite par le syndrome confusionnel du sevrage à l'alcool. En pratique, maintenant, on va utiliser ce mot délirium comme le syndrome confusionnel aigu que celui que nous on utilisait quand on a appris la médecine, dans la mesure où c'est comme ça qu'il est défini dans la DSMS 5, et qui nous permet comme ça de savoir, et de manière un peu internationale, utiliser le même vocabulaire. Donc délirium, c'est une perturbation de l'attention avec une modification aiguë de l'attention et qui est fluctuante. Donc les malades qui arrivent en préopératoire avec un état de démence, en fait, c'est très très difficile d'aller détecter un délirium, donc qu'en fait, on ne peut pas vraiment savoir si c'est quelque chose d'aigu et dans quelle mesure ça peut être fluctuant. En revanche, quand quelqu'un est tout à fait normal et qu'en post-opératoire, il présente des troubles de l'attention, là, on va pouvoir le définir. Il faut aussi comprendre qu'on a un autre critère qui nous intéresse beaucoup, ça a été évoqué par Clément, c'est les troubles cognitifs post-opératoires tardifs. Et donc là maintenant on sait bien les définir. C'est donc un défaut de l'attention qui est altéré, mais cette fois-ci sur un délai beaucoup plus long, au niveau de la semaine et au niveau du mois, et pour lequel on pense que la réversibilité est assez variable. Donc en pratique c'est une cicatrice cognitive que les patients vont pouvoir acquérir, et que cette cicatrice pourrait être en lien avec la période périopératoire. Donc, autre élément, et ça je pense que c'est aussi très important, c'est de bien comprendre que nos patients en post-opératoire vont présenter soit un état hyperactif, et ça on les connaît bien, c'est la photo que je vous ai présentée, des patients qui ont tendance donc à être très agités dans leur lit, et puis il y a toute une catégorie de patients qui vont présenter un délirium qu'on va considérer comme hypoactif. Et ces patients sont très peu détectés, et c'est même plutôt les patients que les infirmiers, les chirurgiens, nous aussi, apprécions, parce que c'est des malades qui ne font pas du tout de bruit, ils sont au fond de leur lit et on ne les entend pas. Et pour détecter ce délirium, il faut aller les tester.
Donc ça, c'est un autre élément, c'est que si on veut s'intéresser à cette pathologie, si on pense qu'elle est importante, il va falloir aller tester pour de vrai et donc trouver l'équivalent d'une troponine pour le cerveau, l'équivalent d'une créatinine pour le cerveau, qui va nous permettre de bien comprendre si le malade est en train de rentrer ou pas dans un délirium. Vous allez voir, on a des outils maintenant très standardisés, et ces outils, on les considérait comme des outils purement médicaux, et en fait, petit à petit, ils peuvent passer au niveau paramédical, et des infirmiers, des aides-soignants peuvent tester le délirium des patients et nous donner un score qui va pouvoir être pertinent pour détecter les hyperactifs, ça c'est facile, mais aussi les hypoactifs. Les troubles cognitifs post-opératoires, en fait, qui sont donc la maladie qui finalement nous fait le plus peur, on commence à avoir une littérature aussi assez intéressante, et on commence à de mieux en mieux comprendre en fait ce qui amène les patients à avoir un trouble cognitif tardif. Et parmi les éléments qui sont déterminants, le délirium fait partie de ces critères-là. Donc cette étude, c'est une étude sur de la chirurgie cardiaque, donc on peut considérer que la chirurgie cardiaque est un peu à part, mais ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la population, parce qu'on retrouve à peu près le même genre de schéma sur d'autres populations, c'est plutôt le graphe que je trouve très beau. Ce graphe permet de montrer le continuum qu'il y a entre la maladie aiguë et la maladie chronique cérébrale, cognitive. Donc les patients qui font un délirium aigu, c'est les courbes grises claires, vont avoir un nadir cognitif qui est assez important, donc ils ont une incompétence cognitive à J2, et malheureusement, et c'est ce qui va les caractériser, ils vont ensuite, par la suite, développer des troubles cognitifs qui sont tardifs. En revanche, les patients qui ne font pas de délirium ont aussi un petit nadir, et en fait ça c'est normal. D'une certaine manière, qu'en post-opératoire, on se retrouve avec une petite incompétence cognitive. C'est ce qu'appellent les neurophysiologistes le sickness behavior. C'est en gros, on se retrouve dans des situations où quand on est malade, c'est pas le moment de faire des sudoku, on a plutôt envie de se concentrer sur sa douleur, son repos, et donc on n'est pas forcément en pleine compétence cognitive. En revanche, après cela, on doit récupérer, après la chirurgie, on doit récupérer dans des bonnes conditions, et ce que montre même cet auteur, c'est que en post-op, des patients à long terme qui n'ont pas eu de délirium se retrouvent même à avoir une amélioration de leur état cognitif. La courbe noire, elle est au-dessus du niveau de base. Quand on récupère un débit cardiaque sur une chirurgie cardiaque, quand on enlève la douleur d'une hanche quand on s'est fait opérer de la hanche, en fait, on peut refaire finalement des efforts cognitifs et finalement peut-être même s'améliorer de ce point de vue-là. La littérature maintenant commence à de mieux en mieux décrire ce qui amène les patients à avoir des troubles cognitifs. On pensait initialement que c'était principalement en lien avec l'anesthésiste. En fait, c'est pas si simple que ça. C'est probablement plutôt la chirurgie et le stress chirurgical qui va induire une modification au niveau systémique et principalement inflammatoire et qui va progressivement induire de la neuroinflammation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toute cette cascade-là, mais en fait, on sait qu'il y a un lien maintenant entre la chirurgie, le stress inflammatoire que ça va générer et progressivement, chez certains patients, induire de la neuroinflammation et pour certains patients, malheureusement, les ancrer dans cette maladie neuro-inflammatoire chronique qui va évoluer vers des troubles cognitifs tardifs. Autre élément qui est vachement important et que j'aimerais bien appuyer, c'est qu'on a de la littérature maintenant de plus en plus intéressante pour caractériser les malades à risque de troubles cognitifs et de délirium. Et il y a des critères qui deviennent de plus en plus importants et qu'on peut facilement mesurer dans nos consultations d'anesthésie, qui est la fragilité. La fragilité des patients, on va voir, il y a des scores de fragilité assez bien foutus, est un marqueur qui emmène assez facilement les patients vers le délirium, et donc il faut aller le chercher. Il faut aller le chercher parce qu'en fait, plus on va détecter les malades à risque, plus on va pouvoir leur proposer un parcours qui va leur éviter de rentrer dans cette maladie cognitive et leur éviter de rentrer dans les séquelles cognitives tardives. Les troubles cognitifs post-opératoires, donc au sens large, les facteurs qu'on connaît bien maintenant, je n'ai pas le temps de reprendre toute cette littérature, mais c'est principalement l'âge, évidemment. Un malade qui a 25 ans en fera moins qu'un malade de 80 ans. Le pattern inflammatoire lié à l'infection, donc les malades qui sont en pré-infection, en préopératoire avec une infection ou qui développent une infection post-opératoire sont plus à risque de développer des troubles cognitifs. Les malades qui ont un syndrome métabolique, les malades qui ont une vulnérabilité cérébrale, donc des antécédents d'AVC, des malades en pré-Alzheimer sont plus à risque de développer des troubles cognitifs. Et puis les syndromes de fragilité qui prennent de plus en plus de place dans notre littérature. Donc voilà un peu la photo qu'on a maintenant de cette pathologie et comment les malades peuvent rentrer ou pas dans une maladie cognitive périopératoire. Le stress chirurgical est vraiment le primum movens, c'est l'agent provocateur. Si on fait une toute petite chirurgie, évidemment, ça n'aura pas le même impact sur l'immunité que si on fait une grosse chirurgie. Donc c'est l'impact de la chirurgie qui est très important. Les prédispositions ensuite génétiques, environnementales, de fragilité vont finalement moduler l'inflammation, et donc on sait comment l'inflammation peut être modulée par ce genre de facteurs. Et puis nous, de notre côté, évidemment, on a aussi un impact, on va pouvoir moduler aussi cette inflammation, on va moduler toute l'organisation des patients en jouant sur l'hémodynamique, en jouant sur certains agents anesthésiques, peut-être leur profondeur, en tout cas les concentrations qu'on va utiliser. Les troubles du sommeil qui peuvent être induits soit par la douleur, soit par juste la période périopératoire et la mauvaise gestion de la mauvaise période périopératoire, la douleur,
les états de sevrage et puis les infections. Et une fois qu'on a malheureusement ancré le patient dans cette phase d'inflammation qui peut amener de la neuroinflammation, le malade va rentrer dans le délirium. Une fois qu'il est dans le délirium, certains patients vont rester malheureusement dans cette maladie cognitive, et c'est principalement ceux qui ont des troubles de résolution de l'inflammation. Donc les patients qui n'arrivent pas à éteindre leur statut inflammatoire et qui restent dans un état d'inflammation chronique vont persévérer et finalement, malheureusement, s'ancrer dans une maladie chronique avec une séquelle. Donc voilà un peu la photo qu'on a. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est capable et quel est l'intérêt de moduler le proxy, qui est finalement le délirium. L'avantage du délirium, c'est qu'on peut le mesurer, si on va bien le chercher, et si jamais on pense qu'il est soit associé avec, soit qu'il est causal de la maladie cognitive tardive, ça vaut le coup d'aller le détecter parce qu'on va pouvoir peut-être changer la trajectoire de certains patients. Donc c'est vraiment ça qui prend de plus en plus de place dans notre littérature, et on a même maintenant des recommandations qui sont peut-être, bon, moi je les considère comme parfois un peu poussives, mais qui nous donnent maintenant des éléments tangibles de gestion du parcours du malade opéré pour lui éviter de rentrer dans la maladie cognitive périopératoire. Donc des recommandations qui ont été faites là par exemple par l'European Journal of Anesthesia dans les suites du congrès en 2019, qui nous donnent tout un parcours du malade opéré pour éviter et prévenir le délirium. On va reprendre ces différentes étapes parce que je pense que finalement, quand on pose la question de est-ce que la prévention du délirium est multimodale, c'est pas de savoir si tel médicament marche ou tel autre, c'est finalement quelles pourraient être toutes les démarches. On va se rendre compte que c'est finalement toute une réflexion de la prise en charge du malade opéré qui va essayer de prévenir et qui va diminuer le risque de cette maladie cognitive. Donc là, on voit dans les différentes étapes, il y a la période d'évaluation du patient. Et en fait, les malades, quand on commence à comprendre ceux qui sont à risque, évidemment, on va mieux les gérer. On sait très bien le faire pour le risque cardiaque. Il faut l'apprendre pour le risque cognitif. Ensuite, il y a la période péropératoire. Et dans la période péropératoire, les auteurs appuient beaucoup sur l'utilisation du monitorage de l'anesthésie avec le EG, à raison ou à tort. On va prendre un petit peu de temps pour comprendre en fait où en est la littérature. Ensuite, après, on a l'étape que nous, on va appeler salle de réveil, qui est le post-op immédiat. Et puis ensuite, après, on a les étapes d'hospitalisation en chirurgie. À chaque fois, en fait, on a l'intérêt de bien comprendre si le malade rentre ou pas dans cette pathologie, et si c'est le cas, quelles sont les actions qu'on pourrait mettre en place. En préopératoire, on a quand même pas mal d'actions à faire. L'idée, c'est déjà de comprendre les malades les plus à risque. Donc, comme je vous ai dit, les malades les plus à risque, c'est probablement ceux qu'on va appeler les malades fragiles. Je vais vous donner une échelle de fragilité juste après. Vous allez voir, c'est très très simple de déterminer si le malade est fragile. Ceux qui ont fait du Covid, pendant qu'on a fait Covid, en fait, tous, on a pas mal utilisé d'échelles de fragilité pour savoir quels étaient les malades qu'on allait ou pas rentrer dans une réanimation lourde. C'est à peu près les mêmes outils qu'on peut utiliser. Les facteurs qu'on considère comme étant déterminants, en fait, dès la consultation d'anesthésie, c'est de déterminer donc les malades qui sont à risque. Parmi ceux qui sont à risque, c'est ceux qui prennent des médicaments anticholinergiques. La charge anticholinergique, en fait, elle est peu connue, mais elle est très déterminante sur l'état cognitif. Et donc, on peut, si on les détecte à l'avance, diminuer ces prises de médicaments et petit à petit faire des sevrages et optimiser au niveau pharmacologique nos patients. Les malades qui ont des troubles cognitifs préopératoires, parfois, on ne les détecte pas assez. Et en fait, certains arrivent à bien cacher leurs problèmes cognitifs en laissant, par exemple, parler leur femme pendant la consultation, répondre à aucune question. Comme ça, on ne peut pas se rendre compte de leurs problèmes. Les troubles de l'humeur aussi peuvent passer assez inaperçus. Il y a des échelles très simples pour les évaluer. Et les états de malnutrition et les handicaps sensoriels sont aussi des facteurs importants. Donc si jamais j'ai quelques échelles à vous proposer, voilà, hop là, voilà, je recule parce que je suis allé un peu vite. Ah non, tout avance là. Ok, pardon. Ok, je recule, excusez-moi. Voilà. Si j'ai quelques outils à vous proposer, c'est des échelles à implémenter dans vos consultations d'anesthésie. Alors, vos consultations d'anesthésie, je sais que c'est un peu comme les nôtres, elles vont durer entre 10 et 20 minutes. Donc évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire ce que va faire un gériatre, c'est une évaluation gériatrique standardisée, qui dure à peu près 1h30. En revanche, ce que vous pouvez faire, vous, c'est dépister. Comme vous le faites quand vous allez faire du dépistage coronarien ou du dépistage cardiaque. C'est-à-dire que il faut que vous utilisiez des outils qui vont permettre de screener les patients qui sont à risque et vous dire celui-là est tellement à risque que je l'envoie chez le gériatre. Il y a la même question en fait pour l'état cognitif. Et c'est un peu plus complexe parce que ce n'est pas juste des examens comme on a l'habitude d'utiliser. Donc il faut aller détecter les troubles de l'humeur. Il y a des échelles très simples comme la mini GDS qui pose 4 questions, très simples à utiliser. Les troubles cognitifs comme l'épreuve de l'horloge, je ne sais pas si certains l'ont déjà utilisé. Il suffit juste de demander à un patient de dessiner une horloge et de mettre les chiffres et de nous donner l'heure à 11h10 et voir si jamais il est bien capable de mettre les petites flèches et les petites et grandes aiguilles, excusez-moi. Le score de fragilité et puis la charge anticholinergique qui prend beaucoup de place maintenant dans les risques qu'on considère comme étant évitables dans les statuts cognitifs post-opératoires. Excusez-moi. Voilà, donc l'échelle de fragilité qu'on a pas mal utilisée depuis 3-4 ans et qui deviennent maintenant
standardisé et que je vous conseille d'utiliser va permettre en fait de détecter non pas les plus graves, parce que les plus graves c'est assez facile, ceux qui sont à l'étape 7, 8, 9, en fait on les détecte, on ne va même pas faire de consultation anesthésie, on va plutôt faire des évaluations en chambre tellement ils ne sont pas déplaçables. Ce qui nous intéresse en fait c'est finalement de détecter les 4 et 5. Les 4 et 5 sont des malades en fait, qui ne sont pas détectables cliniquement facilement, et pourtant ça vaut le coup de les détecter parce que ceux-là, on peut proposer probablement une démarche d'évitement de ces troubles cognitifs en leur proposant soit l'évaluation gériatrique, et puis ensuite des optimisations gériatriques, soit même des outils de préhabilitation qui commencent à prendre de la place. Dans le concept de préhabilitation, qui est un sujet qui devient de plus en plus à la mode, en fait on a peu, mais quand même certains outils qui nous permettent d'optimiser le patient en préopératoire. C'est un peu comme si on lui faisait faire du bodybuilding avant de partir sur une épreuve de stress qui est la chirurgie. Donc là, ce que ces auteurs ont pu montrer, c'est qu'en faisant par exemple de la kiné, respiratoire et musculaire, en les optimisant au niveau diète, avec des apports en fonction de leur préalbumine, en les emmenant chez le gériatre pour encore optimiser les traitements, et puis en faisant du blood management, en optimisant les risques d'anémie périopératoire. Ces malades, quand ils sont avec le multimodal, avec tout ce qu'ils font là, on arrive à diminuer leur risque de délirium périopératoire. Donc on arrive maintenant, si on les détecte bien, on les emmène dans des bonnes filières, on peut leur éviter de rentrer dans la maladie cognitive en mettant, alors c'est complexe et ça nécessite quand même pas mal d'outils, mais c'est faisable et les gériatres sont assez motivés quand on leur propose des patients comme ça. En péropératoire, ce ne sera pas une seule stratégie qui va fonctionner. C'est pas le propofol, c'est mieux que le Cevo, c'est pas je mets le bis ou je mets pas le bis, ça va changer. Voilà. C'est forcément du multimodal. C'est forcément plusieurs outils. Donc ça va être de la médecine ciblée, ça a été bien évoqué, titrée, personnalisée, et ça va être sur différents critères. Donc il va y avoir évidemment d'éviter les surdosages. Éviter les surdosages parce qu'on se rend compte que mettre les EEG à plat, c'est probablement pas terrible. Et donc quantifier la charge hypnotique qu'on va mettre en péropératoire, ça va avoir un impact. C'est aussi optimiser notre hémodynamique. C'est-à-dire en fait être guidé non pas juste sur un brassard, mais peut-être faire un peu plus. Commencer à regarder si la balance entre la noradrée et le remplissage est bien adaptée pour chaque patient. Donc il faut faire du monitorage. C'est utiliser des curares à bon escient, c'est-à-dire éviter de faire des bolus de propofol pour que le malade ne bouge pas sur la table tandis qu'il a déjà un bis à 20. Probablement le bis à 20 ça suffit. Donc s'il bouge, c'est qu'il a un autre problème que juste un problème de diminution de sa charge en hypnotique. Et puis, on l'oublie, mais notre ventilation mécanique en fait, va aussi avoir un impact sur le statut inflammatoire de nos patients. Donc il faut savoir protéger nos patients quand on les ventile en évitant de leur faire du stress respiratoire. Donc tout ça en fait c'est assez complexe, mais ça nécessite de faire en fait de la bonne anesthésie. En fait ce que je vous dis là c'est un truc, faire bien l'anesthésie. On pourrait le faire pour tous. En pratique, ce n'est pas si simple de le faire aussi bien pour tous. Donc pour les malades les plus fragiles, ceux qui sont à risque, il faudra leur faire tout ça absolument. Il y a une étude dont on n'a pas encore les résultats qui étudie justement ce bundle avec ces 4 axes qui s'appelle OptiEdge, que Serge Moliex a lancé et qui s'intéresse entre autres à l'évaluation cognitive des patients. Et je ne vais pas spoiler l'étude, mais en tout cas, le critère délirium est un des critères qui sort de manière significative dans son étude. Quand on s'intéresse à l'EEG, en pratique, ce n'est pas juste l'EEG, c'est comment on va guider notre anesthésie avec l'EEG. Ce n'est pas parce que je mets un bis que je vais mieux faire l'anesthésie. C'est si jamais je mets le bis, que je comprends ce que veut dire le bis et que je vais optimiser mon patient en lui donnant le minimum de drogue et en lui évitant certains critères. Parmi les critères qui maintenant sortent de plus en plus et qui sont à la mode, c'est d'éviter que les malades soient en burst suppression, c'est qu'ils aient des EEG plats. Donc après, à partir de quel niveau de bis le G devient plat, c'est plutôt quand on est en dessous de 25. Là, on commence à avoir des étapes où on a des moments avec des vrais flats sur les EEG. Et c'est ça qui finalement est probablement associé avec un mauvais pronostic. Alors c'est associé avec, ça ne peut pas être causal. Donc c'est peut-être une vulnérabilité qui fait que le malade a un EEG plat, c'est pas juste la drogue qui fait cela. Mais en tout cas, l'association des deux est délétère pour le patient. Et en revanche, et ça a été bien montré, Clément nous l'a montré, c'est pas parce que je mets un EEG que je vais mieux faire. Donc c'est pas parce que quand on randomise bis ou pas bis, voilà, c'est pas tellement de mettre le bis qui va sauver les patients, c'est de guider notre anesthésie avec un bis et éviter certains critères qu'on va pouvoir mesurer sur le bis. Une petite étude, c'est pas grand chose, c'est 30 par groupe, qui fait du bis plutôt ambiance, je vais à la mémorisation, je me mets à 65 versus je me mets à 35 et on regarde ce que ça donne au niveau des troubles cognitifs tardifs. Ils randomisent et ils voient un effet que je trouve peut-être même trop beau, mais en tout cas ils voient un effet assez intéressant sur la protection que peut avoir la valeur de bis sur le readout qui est les troubles cognitifs post-opératoires.
Ensuite, sur ce qui concerne le post-opératoire, donc on avance dans notre parcours, on a fait l'évaluation, on fait le péropératoire, maintenant on est au post-opératoire, il faut chercher les malades qui font un délirium. Et ça, en fait, ça ne s'invente pas. Ce n'est pas juste les malades agités avec les 4 membres qui font du délirium, comme je vous ai dit, il y en a au moins les 2 tiers qui seront plutôt sur le délirium hypoactif. Donc il faut aller mesurer. Et la mesure, elle ne va pas se faire avec une prise de sang, ça ne peut pas marcher, ça va être avec un score. Et donc il y a un score qui marche très très bien, qui a été développé pour la réanimation, mais qui marche en post-opératoire, qui s'appelle la CAM-ICU, et qui permet d'évaluer si le malade rentre ou pas dans le délirium. Et même les hypoactifs, on va pouvoir les détecter, parce que les hypoactifs, si jamais on leur pose la question, est-ce qu'une pierre flotte quand je la mets dans l'eau, s'il dit bah oui, bon bah déjà vous pouvez vous dire celui-là il est un peu bizarre, quoi, hein. Et bah c'est un peu ça ce qu'on va détecter, c'est détecter les bizarres qui sont calmes dans leur lit. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait si on détecte qu'ils sont en plein délirium, même s'ils sont hypoactifs, ça ne veut pas dire qu'il va falloir les bombarder de neuroleptiques, mais ça veut dire qu'ils ont probablement un problème sous-jacent. Un problème cognitif, un problème de sepsis, un problème de remplissage, quelque chose qui fait qu'en fait ils sont en train de faire le délirium. Et ça peut améliorer leur devenir de les détecter. C'est intéressant cette CAM-ICU parce qu'en fait, comme elle est ultra standardisée et assez facile à faire, eh ben, les médecins peuvent la faire quand ils se donnent le mal de le faire, mais les infirmiers et les aides-soignants aussi. Et en fait, quand on regarde, les infirmiers et les aides-soignants font à peu près, voire même aussi bien que les médecins. Le seul truc, c'est qu'ils y passent un peu plus de temps, probablement parce qu'ils sont beaucoup plus consciencieux que nous, et donc ils font tous les critères les uns après les autres. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la courbe ROC, pour la valeur de la CAM-ICU, pour une cohorte d'une 30aine de patients qui a été faite en réa par Constantin, à la Pitié, on se retrouve avec exactement les mêmes scores des aides-soignants, des infirmiers et des médecins. Donc il faudra probablement qu'on se mette de plus en plus à mesurer le délirium. Il ne faut pas avoir peur de le faire parce qu'en fait, on va pouvoir même le déléguer si on l'a bien fait avec notre équipe paramédicale. Ensuite, après, quand on veut s'intéresser à prévenir le délirium en USC, donc pour les malades un peu graves ou en réa, et ça peut être le cas aussi pour les malades qui sont en chirurgie un peu lourde, ça ne va jamais être juste un médicament. C'est pas ouais, dans délirium, on lui met de l'aldol, tout va aller bien. C'est forcément une stratégie qu'on appelle bundle, c'est-à-dire avec finalement plein d'armes thérapeutiques pour essayer d'optimiser le patient sur tous les axes. L'équipe de Ellie West, qui s'intéresse au délirium depuis 30 ans, qui a énormément publié là-dessus, nous a proposé un ABCDEF. Alors bon, en français ça fait un peu bizarre, mais en tout cas en anglais ça passe plutôt pas trop mal, qui passe par donc 6 critères. A pour évaluation. Si on n'évalue pas, ça sert à rien d'en parler. En fait, on va passer à côté de 70% du signal. B, eh ben, ça veut dire arrêter et faire des sevrages. Donc là, c'est pour des malades réanimatoires, mais c'est éviter les ventilations, éviter les sédations. On sait que plus on mettra de sédation, plus on mettra les malades dans des situations de faire du délirium. Ensuite, C, c'est le choix des drogues. Les benzos sont toxiques et donnent de plus en plus de délirium, donc on peut les éviter. Donc il y a d'autres drogues qui pourraient être intéressantes chez les malades en USC. Ensuite, dépister le délirium, et ensuite aller vite à la mobilisation, et enfin, engager les familles. Donc en fait, vous voyez, pour le moment, ce qu'il propose, c'est quand même pas très très compliqué. Et quand on regarde les résultats de son étude, ce qu'il arrive à montrer, c'est qu'en pratique, si on fait bien le bundle, en mettant tous les axes, on arrive à diminuer le délirium dans des bonnes conditions. Donc ce ne sera pas juste une arme thérapeutique qui va améliorer le devenir cognitif de nos patients, c'est plusieurs armes, jusqu'au confort du patient, sa famille, lui remettre la prothèse auditive, lui remettre ses lunettes, lui donner le plat qu'il a envie de bouffer, voilà, des choses qui vont faire qu'en fait il sera dans des bonnes conditions pour ensuite être réhabilité. Et enfin, le délirium, comme je vous l'ai dit, quand on le détecte, ça va permettre de détecter des choses graves, en fait, qu'on n'aurait pas vues autrement. Par exemple, un sepsis profond. Un papier que Jean Mantz, qui s'intéressait à l'époque beaucoup à cette thématique, avait publié dans Anesthésio, et qui montrait qu'en pratique, il avait mis cette grande photo sur son article en disant le délirium, c'est pas juste le problème cognitif, c'est qu'en fait, quand on regarde le délirium, c'est une alarme pour plein d'autres organes. Donc on va retrouver des sepsis profonds, on va retrouver peut-être des infarctus, on va retrouver des choses qui pourraient être intéressantes à détecter, qu'on pourrait optimiser dans les bonnes conditions. Les gériatres connaissent ça très bien. Que finalement, le trouble cognitif, ça peut être une hyperthyroïdie, ça peut être un fécalome, ça peut être plein de choses. Et nous, il faut qu'on apprenne aussi à gérer les malades dans cette manière-là. Quand on s'intéresse à cette cohorte-là, et donc quand on fait attention à ces patients, donc on les dépiste, on dit ceux-là sont fragiles, on les met dans un parcours particulier, on les emmène ensuite dans des unités de gériatrie qui va s'intéresser particulièrement à ces patients-là, en fait, on améliore leur devenir à la fois en termes cognitifs, mais en termes de mortalité. Donc là, superbe étude qui montre qu'en fait, on arrive à diminuer par 2 la mortalité sur de la chirurgie orthopédique chez les malades qu'on emmène dans des structures dédiées, parce qu'on fait attention justement à tout le contexte, et évidemment le contexte cognitif. Donc le délirium post-opératoire, ce sera forcément quelque chose de multimodal. Donc le titre, en fait,
je suis à fond sur ce titre-là, c'est pas moi qui l'ai choisi, mais évidemment ce sera multimodal. Et puis enfin, évidemment, si jamais le malade a un délirium hyperactif et qu'il est en train de tout arracher, et ben, il va falloir le traiter. Et là, quels sont les agents pharmacologiques qui sont recommandés? C'est plutôt des neuroleptiques qui sont recommandés parce qu'ils évitent justement d'avoir les effets benzo et qui permettent de stabiliser. Mais finalement, très peu de malades auront besoin de ces neuroleptiques si jamais on s'intéresse à eux assez précocement. Donc si jamais on doit avoir un petit algorithme de prise en charge pharmacologique, qui est finalement la dernière porte de tout le système, c'est s'il est agité, bah là je vais réfléchir, je vais mettre des neuroleptiques. En réanimation on peut mettre un peu de Dex, ça peut être intéressant. Si jamais il est agité mais que c'est un sevrage OH, bah là c'est un peu différent, c'est plutôt les benzos qui sont recommandés sur les sevrages OH. Et ensuite s'il n'est pas agité, bah, c'est tout le reste. Et tout le reste, en fait, c'est ça qui va avoir vachement d'importance. C'est la mobilisation, c'est pas de contention, c'est l'analgésie, c'est faire dormir les patients, c'est bien les alimenter, bien les hydrater, c'est la famille, c'est les prothèses auditives et visuelles. En fait, tout ça, si on le fait, finalement, il y a très peu de malades qui ont besoin de neuroleptiques et on arrive à les emmener facilement vers la sortie sans qu'ils arrachent tout. Donc, oui, le délirium, c'est pour sa prise en charge et pour sa gestion du multimodal, et c'est du multimodal dans tout le parcours du malade opéré. Et comme l'a dit Clément, la médecine périopératoire est vraiment ancrée dans la maladie cognitive, et donc il faut savoir gérer le patient de l'évaluation jusqu'à la catastrophe, et c'est notre métier. Et donc il faudra le faire en multimodal, de manière personnalisée, avec des protocoles, avec des scores, et toutes les étapes du parcours vont être importantes. On ne peut pas dire que je vais juste faire le PEROP avec le G, tout va bien se passer, c'est pas vrai. Si on n'a pas dépisté avant, si on ne gère pas après, en fait ça sert à rien. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup.